Bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors je vais vous demander comme à l'habitude de nous confirmer qu'on est bien en live. Normalement nous sommes avec vous et on va pouvoir, commencer cette nouvelle conférence. Alors si quelqu'un dans le chat peut bien nous confirmer, que, nous sommes dans ce live pour pouvoir, débuter. Voilà, donc on a la confirmation. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle conférence, 30 minutes pour demain. Alors pour ceux qui ont déjà assisté, ça va être une répétition, mais pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, quelques présentations de ce format. Nous vous proposons chaque jour de nous rejoindre en ligne pour une conférence. Notre mission à Léonard est de faire se rencontrer ceux qui pensent, qui font, le futur des villes, des infrastructures. Alors la période de confinement nous pousse à nous adapter, à être résilients, et il nous tient à cœur de continuer à vous proposer des rencontres au-delà de la situation actuelle. Au final, faire œuvre utile pour alimenter les réflexions qui seront celles des mois à venir. Notamment avec la conférence d'aujourd'hui sur l'adaptation des villes aux conséquences du changement climatique. Pour cette session, nous avons en effet proposé à notre partenaire et résident à Léonard Paris, le Lab Recherche Environnement Vinci Paris Tech, de venir partager avec vous quelques-uns de leurs travaux. Et c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Patrick Stella. Alors Patrick Stella, vous êtes maître de conférence à Agro Paris Tech et vous allez nous parler plus spécifiquement des îlots de chaleur urbains. Alors en effet, l'urbanisation modifie significativement l'environnement. L'un des phénomènes les plus connus est celui de l'îlot de chaleur urbain. Les villes sont plus chaudes de quelques degrés par rapport aux zones périurbaines et rurales adjacentes. Et ce phénomène a de nombreuses conséquences à la fois sanitaires, économiques, environnementales. Alors vous allez nous en dire plus, comment on explique cet effet, quelles sont les conséquences et quels aménagements peuvent en favoriser l'atténuation, peut-être produire même des îlots de fraîcheur en ville. Alors vous allez nous détailler cela. Je vais vous laisser la parole, Patrick, pour une présentation d'une demi-heure, au cours de laquelle je vous invite, vous tous qui participez à cette conférence, à poser vos questions dans le chat sur la droite de votre écran, et je m'en ferai le porte-voix à l'issue de cette présentation pour que Patrick puisse répondre à vos questions. Patrick, je vous laisse l'écran, puisque ce n'est pas une scène, c'est un écran, pour cette présentation d'une demi-heure. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de tenir les délais. Donc, déjà, bonjour à tous et merci de me laisser l'opportunité de présenter ces travaux. Donc, je vais vous parler un peu des îlots de chaleur urbains, hein, donc les principales causes, les conséquences et puis, bien sûr, les options d'atténuation qui peuvent s'offrir à nous, hein, alors nous au sens large en tant qu'urbains ou en tant que décideurs ou aménageurs. Et donc, en guise d'introduction, j'aime bien toujours commencer par des preuves expérimentales. Donc, ici, une petite carte, hein, l'Île-de-France. Hein. Et puis, on a la chance de mesurer hein, à mon école et à mon laboratoire des données météo standards. Donc, un qui est situé en plein milieu de Paris, hein, dans le 5e arrondissement. Donc, ça, c'est notre site AgroParisTech Paris. Et puis, on a une station de mesure à l'INRA. Donc l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique à Grignon, qui est situé à peu près à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau dans l'ouest parisien. Donc on fait des mesures et puis quand on regarde un peu ce qui se passe en termes de mesures à proprement parler, ici vous avez des moyennes journalières de température mesurées sur ces deux sites-là. En bleu, les mesures mesurées à Paris et puis en orange, ce qui est à Grignon. Et puis, de façon très intuitive, hein, on voit parfaitement que les températures à Paris sont un peu plus élevées qu'à Grignon. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on trace ces données, hein, à proprement parler, en relation XY présentée ici. Donc, sur l'axe des X, vous avez les températures de notre site rural, périurbain, suivant les classifications. Et puis, sur l'axe des Y, ici, les températures à Paris. Vous avez un très joli nuage de points, hein, avec une jolie régression. Et puis, finalement, quand on regarde cette relation-là, on se rend compte hein, que
les températures à Paris ont un décalage en moyenne de 3 degrés. Donc, Paris est en moyenne 3 degrés plus chaud que le périurbain ou le rural adjacent. Donc après, ça peut être moins, ça peut être plus, ça peut parfois monter à plus 10, plus 12 degrés, notamment en été. Et pour remettre un peu cette valeur dans son contexte, plus 3 degrés, ça peut paraître assez sympathique, mais aujourd'hui, on essaye de limiter le réchauffement climatique. Les objectifs, c'est plus 1,5 à plus 2 degrés. Ce qui veut dire, c'est que le climat de demain, qui est si alarmant pour la communauté scientifique, qui est si alarmant pour les politiques et qui est si alarmant pour le citoyen, on l'a déjà sur un espace de 30 à 40 km. Donc ce phénomène, il est lié à différentes choses, notamment à l'urbanisation et aux activités humaines. Ce n'est pas un phénomène à proprement parler lié au changement climatique. Loin de là, il est exacerbé par le changement climatique, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est avant tout un phénomène lié à l'urbanisation et aux activités humaines. Donc, avant d'expliquer ça, je voudrais juste reprendre quelques éléments théoriques pour que chacun puisse comprendre un peu l'origine de ce phénomène-là. Tout d'abord, il faut savoir que l'atmosphère, celle avec laquelle on est en contact, nous, alors c'est ce qu'on appelle la troposphère, c'est la couche d'atmosphère qui est proche du sol, l'air que nous respirons. Cette atmosphère, contrairement à une idée reçue, elle n'est pas chauffée par le soleil, loin de là. Elle est chauffée principalement par la surface. Donc, le soleil a un effet indirect, mais le soleil réchauffe la surface et c'est après la surface qui va réchauffer l'atmosphère. Et ce réchauffement, il va se faire par ce que l'on appelle du rayonnement thermique infrarouge, donc plutôt du longue longueur d'onde, et par des échanges convectifs. Donc, les échanges convectifs sont des échanges de chaleur, de polluants éventuellement, de composés, qui sont liés au mouvement d'un fluide porteur, et donc dans notre cas, l'air. Donc d'une manière un peu générale, plus une surface est chaude, plus l'échange de chaleur de la surface vers l'atmosphère va être important. C'est le principe du radiateur. Vous allumez le radiateur chez vous, votre radiateur, il est chaud, et donc il va transférer de la chaleur vers l'atmosphère. D'une manière également plus générale, plus une surface est claire, plus elle va être froide, et plus elle va être foncée, plus elle va être chaude. Donc ça, c'est l'effet de l'albédo, ce qu'on appelle la capacité d'un matériel à réfléchir de la lumière. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont assez intuitives. L'été, on a plutôt tendance à s'habiller en couleur claire pour justement éviter d'avoir trop chaud. Et puis ensuite, plus il y a de vent et plus la surface va avoir tendance à se refroidir. Donc ça, typiquement, vous soufflez sur votre bol de soupe parce que vous l'avez trop fait chauffer, c'est plus efficace en soufflant dessus qu'en attendant que ça se dissipe patiemment. Et puis, un autre volet, c'est que l'évaporation, elle permet de dissiper cette chaleur emmagasinée en surface et donc de rafraîchir la surface et plus largement l'air environnant. Donc ça, ce sont quelques éléments un peu théoriques. Maintenant, le phénomène d'îlot de chaleur urbain, on va y venir un peu plus en précision. Qu'est-ce que c'est ? Ça retrace le fait qu'en ville, les températures sont plus élevées que dans le milieu périurbain ou rural adjacent. Donc ici, des coupes, des transects assez typiques de température. Dans l'hypercentre, il fait toujours très chaud, 2, 3, 4 degrés, plus que dans les zones périurbaine et rurale adjacente. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement bien identifiées maintenant et que l'on connaît plutôt bien. Donc en fait, dans l'absolu, on n'a pas un seul îlot de chaleur urbain, mais on en a trois qui vont se caractériser en fonction d'échelles spatiales différentes. Le tout premier niveau, c'est ce que l'on va appeler l'îlot de chaleur urbain. J'ai abrégé ici en ICU, de surface. Donc lui, il va concerner vraiment la température de contact de la surface, donc d'un matériel, d'un revêtement, éventuellement d'un bâti. C'est l'échelle la plus fine. Et comme la surface influence par la suite la température de l'air, on va monter à d'autres niveaux qui vont concerner cette fois-ci des températures de l'air. Donc le premier niveau, ça va être ce que l'on appelle l'îlot de chaleur urbain atmosphérique dans la canopée urbaine. Donc ça, c'est plutôt au niveau d'une rue, au niveau d'un quartier. Typiquement, on la considère généralement à 2 mètres de hauteur, puisque c'est là où on fait la plupart des mesures météorologiques. Et ça correspond en gros à la température que l'on ressent, nous.
2 mètres, on ne mesure pas tous 2 mètres, mais c'est à peu près c'est la hauteur communément admise. Et puis, on a un autre niveau qui est beaucoup plus haut cette fois-ci, qui s'appelle l'îlot de chaleur urbain atmosphérique, 2 couches limites urbaines. Donc là, qui va se passer à l'échelle de la ville et qui va être une température au-dessus de la ville, alors à quelques vingtaines, trentaines, 40 mètres de mètres à peu près. Et ce qui est bien important de comprendre, c'est que le sens d'influence se fait vraiment du bas vers les niveaux supérieurs en altitude. Donc, on a différentes causes de ces îlots de chaleur urbains. C'est assez intuitif maintenant qu'on comprend comment l'atmosphère se réchauffe. Tout d'abord, c'est en lien avec l'albédo, la capacité des matériaux urbains à réfléchir de la lumière. Donc, d'une manière générale, en ville, on a des matériaux qui ont des couleurs qui sont extrêmement variées. Certains vont avoir des albédos qui vont être très faibles, parce qu'ils vont être très sombres. C'est notamment le cas des revêtements bitumineux en asphalte. Et puis, on peut aussi avoir des revêtements qui vont être beaucoup plus clairs. Alors, on va toujours parler en comparaison avec le milieu rural adjacent. C'est toujours une comparaison avec le milieu rural adjacent. Et c'est notamment le cas des pavés blancs ou des revêtements en asphalte, en stabilisé, qui sont très clairs et qui ont des albédos beaucoup plus importants que la végétation que l'on va trouver en milieu rural ou périurbain. Donc, d'un point de vue purement surface, individuellement, les matériaux ont des albédos qui sont extrêmement variés, mais à l'échelle d'une ville, dans l'ensemble, cet albédo global de la ville va être plus faible que ce que l'on va trouver en milieu périurbain adjacent. Alors, d'une part, parce qu'il y a des surfaces qui sont plus sombres, même si elles ne représentent pas forcément tout le temps la majorité, mais aussi parce que la ville a une structure tridimensionnelle et elle va générer ce que l'on appelle un effet piège à lumière, c'est-à-dire qu'il va y avoir des réflexions multiples du rayonnement, notamment dans les rues, au niveau du bâti, etc., qui va faire qu'à l'échelle de la ville dans son ensemble, cet albédo il va être plus faible. Et qui dit albédo plus faible dit surface plus chaude. Donc ça, c'est une première cause de l'îlot de chaleur urbain. Deuxièmement, la ville, elle a une structure tridimensionnelle, elle n'est pas plate quand on la regarde, et ça a un effet qui va être extrêmement important, notamment sur les écoulements de vent. D'une manière générale, la ville est un milieu dit rugueux. Les vitesses de vent à une hauteur donnée, à l'échelle de la ville, sont plus faibles que le milieu rural adjacent. Ici, ça c'est des choses qui sont schématisées, mais que l'on retrouve très régulièrement. Les bâtiments, la rugosité de la ville génère finalement un obstacle aux écoulements de vent. Et donc, si on a moins de vent, la ville elle va se refroidir d'une part beaucoup moins, ou en tout cas beaucoup plus lentement. Et d'autre part, finalement, la chaleur qui va être relarguée par la ville, elle va rester accumulée dans la ville et elle ne va pas être transportée à l'extérieur. Donc toute cette chaleur va s'accumuler et donc ça va encore avoir un effet de renforcer le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Et puis, d'autres volets qui sont extrêmement importants et qui sont peut-être un des facteurs principaux, voire le plus important qui explique ce phénomène, c'est d'une part l'absence de végétation. En ville, on a finalement très peu de végétation comparé au milieu rural adjacent. Et donc, la végétation, normalement, elle, ce qu'elle apporte, c'est qu'elle effectue de l'évapotranspiration. Donc, elle va dissiper de la chaleur pour transformer l'eau liquide en eau vapeur via le phénomène d'évapotranspiration. Excusez-moi. Et donc, ce phénomène-là, qui n'est pas présent en ville, va encore avoir tendance à réchauffer l'air. Et d'autre part, les surfaces urbaines sont faites de matériaux qui ont des propriétés bien spécifiques, notamment des capacités thermiques et des conductivités thermiques qui sont extrêmement différentes. Et ces propriétés-là engendrent le fait que les matériaux urbains vont mettre beaucoup plus de temps à se refroidir. Et donc, la chaleur va se dissiper beaucoup plus tard dans la nuit que ce que peut faire le milieu rural. Donc, l'air va se réchauffer encore plus, notamment la nuit en ville. Et le dernier volet, c'est le dégagement de chaleur par les activités humaines. Donc, on appelle ça le dégagement de chaleur d'origine anthropique. Et ce dégagement de chaleur d'origine anthropique, toutes les activités humaines
en génère. C'est notamment le cas du trafic. Un véhicule, quand vous l'allumez, il va produire de la chaleur. C'est notamment pour ça qu'on peut se réchauffer un peu l'hiver quand on allume notre voiture le matin. Mais il y a d'autres activités, les activités industrielles. Alors bon, en France, l'activité industrielle urbaine est relativement faible. Mais un des facteurs principaux, c'est la climatisation. Le principe d'une climatisation, c'est ni plus ni moins que de pomper la chaleur à l'intérieur du bâtiment et de la relarguer vers l'extérieur. Et donc ça contribue très fortement au phénomène d'îlot de chaleur urbain. On a du mal à le quantifier, ce thème, mais pour vous donner un peu un ordre d'idée, la communauté scientifique estime que ce dégagement de chaleur est responsable d'une augmentation de 1 degré de la température en ville. Donc 1 degré versus les 3 degrés d'îlot de chaleur moyen à Paris. Donc en gros, ce terme-là, il représente 1/3 de l'îlot de chaleur urbain. Donc d'une manière générale, on a toutes ces propriétés qui vont intervenir, alors sous influence d'autres facteurs, notamment le facteur climatique, en lien avec la localisation géographique, le rayonnement, la saison, etc. Et c'est le croisement de toutes ces propriétés qui vont déterminer, non pas l'existence de ce phénomène, puisque ce phénomène-là, il existe quoi qu'il arrive, mais son intensité. Et donc, plus les sources, notamment de chaleur d'origine anthropique, moins il y a de végétation, plus l'albédo est faible et plus les conditions climatiques sont chaudes, plus cet îlot de chaleur urbain-là va être important, ce qui fait qu'on a une variabilité saisonnière. Je vous disais, en hiver, on est plutôt sur du 0,5 degrés, jusqu'en été, quand on a des conditions anticycloniques, pas de vent, des belles journées, on peut monter jusqu'à plus 10 degrés en ville par rapport au milieu rural. Donc finalement, on a ce phénomène-là qui existe, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est finalement si grave? Pour ça, il faut regarder un peu les différentes implications. Donc on a différents types d'enjeux et d'implications en fonction du type d'îlot de chaleur. Donc l'îlot de chaleur de surface, lui, il va plutôt avoir une implication pour tout ce qui va être isolation thermique du bâti ou sa consommation d'énergie. On comprend bien que plus une surface est chaude, plus l'intérieur du bâtiment va être chaud. Pour tout ce qui est îlot de chaleur de canopée urbaine, là qui travaille plutôt à l'échelle de la rue ou du quartier, là on va plutôt avoir un enjeu pour le confort thermique du citadin, mais aussi pour des questions de dispersion de polluants à l'échelle locale, notamment. Et puis tout ce qui est îlot de chaleur atmosphérique de couche limite urbaine, donc au-dessus de la ville, va avoir un impact sur le climat régional et global, voire sur la formation et la dispersion de polluants, toujours à ces échelles régionales. Donc quelques exemples un peu de ces enjeux. Donc tout d'abord des enjeux environnementaux. La température, on sait que ça favorise la formation de polluants gazeux secondaires, donc notamment l'ozone, l'ozone troposphérique, donc qui est un des polluants majeurs et qui fait partie de la réglementation. Donc plus il fait chaud, plus les concentrations vont être importantes. Et puis, associé à des vents faibles, ce phénomène-là va engendrer un dôme thermique avec des cellules convectives qui vont limiter la dispersion des polluants et donc forcer une accumulation en zone urbaine. Donc ici, quelques épisodes de polluants que l'on retrouve généralement l'été, ce qu'on appelle des smogs photochimiques, donc en lien avec des périodes qui vont être extrêmement chaudes, donc exacerbées en ville, et des vents faibles. Et puis, bien sûr, on va avoir aussi des enjeux économiques. Donc, plus il va faire chaud, plus on va avoir tendance à avoir une augmentation de la demande en électricité, notamment pour des besoins de climatisation dans les bureaux, notamment, ou dans les habitations, pour améliorer le confort thermique. Et puis, tout ce qui va avoir un lien avec les enjeux de confort. Donc, on est capable de déterminer des indices de confort en fonction de la température et de l'hygrométrie. Et puis, bien entendu, vous le ressentez généralement l'été, plus il fait chaud, notamment en ville, moins on se sent bien. Et puis, on peut avoir des pathologies plus ou moins graves qui peuvent aller juste un petit coup de fatigue jusqu'à un coup de chaleur en fonction de la sensibilité de l'individu et de l'intensité de la vague de chaleur.
des pathologies qui peuvent aller jusqu'à une augmentation du risque de mortalité. Donc ici, un épisode qu'on regarde assez régulièrement, c'est celui de la canicule de 2003. Donc ici, voilà, des températures très élevées qui ont augmenté à la fois les admissions en milieu hospitalier et à la fois aux urgences. Et une augmentation du taux de mortalité qui a été observée pendant cette vague de chaleur, notamment dans le 14e arrondissement, puisque les populations sont des populations plus sensibles, plus de personnes âgées. Alors finalement, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, là, sur ce graphique-là, c'est des estimations qui ont été faites par Météo France. Donc en termes de jours froids, aujourd'hui, on en a pas mal, donc beaucoup plus souvent en milieu rural, donc ça, ce sont les bâtons verts, un peu moins en milieu périurbain, excusez-moi, en bleu, et puis en gris, en zone urbaine, on en a un peu moins, on en a quelques-uns, on en a moins du fait de cet îlot de chaleur urbain. Donc finalement, de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait la présence d'un îlot de chaleur urbain, c'est plutôt une bonne chose, puisque ça permet qu'il fasse un peu plus chaud l'hiver en ville, et donc on va diminuer la consommation d'électricité et tout ce qui s'ensuit. Bien entendu, dans le futur, cet effet-là, on le verra moins, tout simplement parce qu'il y a le réchauffement climatique. Et puis, en termes de jours très chauds, dans le futur, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de ces nombres de jours très chauds. Et ça, on va le voir partout, que ce soit à la campagne ou en ville. Mais là où ça va devenir problématique, c'est que les alertes canicules, elles vont être exacerbées en ville du fait de ce phénomène d'îlot de chaleur-là. C'est-à-dire que les canicules, les épisodes de canicules vont être plus fréquents en ville avec tous les risques que cela va engendrer. Donc finalement, une fois qu'on a bien saisi ça, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut y faire finalement? Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Est-ce qu'il y a des solutions d'aménagement qui existent? Alors fort heureusement, oui, on en a. Et on en a selon deux grandes catégories d'approches différentes. Moi, ce que j'appelle les solutions d'ordre technique. Alors, généralement, ces solutions-là, on va plutôt intervenir sur les émissions. Alors, ce qui me concerne, c'est les émissions de chaleur, en jouant sur les types de matériaux, la consommation d'énergie, voire les aménagements urbains. Et puis, on a tout un volet de solutions qui vont plutôt être basées sur la végétalisation du milieu urbain, puisque la végétalisation, grâce à l'évapotranspiration, va permettre de dissiper la chaleur et donc de refroidir l'espace. Donc là, ça va concerner tout ce qui va être murs et toits végétalisés, parcs et jardins, voire des ceintures vertes autour des villes. Donc un peu les deux aspects. Donc en termes de solutions techniques, on a des solutions qui sont relativement simples. L'idée, c'est d'éclaircir les revêtements. Donc là, on peut utiliser soit le ravalement des peintures ou des peintures blanches, voire tirer des bâches, comme ce qui se fait à Philadelphie, aux USA, ici un petit exemple. Et puis, voilà, l'effet d'une peinture claire, donc en imagerie thermique, donc c'est 5 degrés Fahrenheit. Excusez-moi, je n'ai pas d'image en degrés Celsius sous le coude, mais on voit bien la surface blanche est plus froide. C'est l'équivalent de 20 à 30 degrés, voire 40 en température de surface, que la zone sombre. On peut aussi limiter la consommation d'énergie. Donc, qui dit consommer moins d'énergie dit aussi produire moins de chaleur et voire utiliser moins la climatisation en été. Donc là, vous y connaissez certainement beaucoup mieux que moi, mais on a pas mal de leviers. On va jouer sur l'étanchéité à l'air en utilisant du double, du triple vitrage, en améliorant l'isolation, en utilisant éventuellement des énergies renouvelables ou en jouant un peu sur l'orientation des pièces. Et puis une autre solution aujourd'hui qui apparaît, c'est le développement de nouveaux matériaux qui sont des matériaux qui sont dits froids. Ces matériaux-là, ils sont caractérisés par un très fort albédo, donc ils sont capables de réfléchir très fortement le rayonnement solaire et une très forte émissivité. Et donc une émissivité très forte permet à ce matériau de se refroidir très rapidement et notamment en émettant du rayonnement thermique infrarouge qui va partir directement vers l'espace. Et donc ça, on se rend compte que ça permet de diminuer les températures de surface, donc notamment sur un bâtiment, de 80 à 90 degrés pour des matériaux normaux. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas aberrantes. Un toit en asphalte bitumineux noir, l'été, ça peut monter facilement à 80-90 degrés, à faire descendre ça à des températures qui sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 40 à 50 degrés
à peu près en température de surface. Et puis, on peut aussi aménager des zones de fraîcheur. Donc ici, un petit exemple, c'est à Bordeaux, place de la Bourse, proche des berges de la Garonne. Donc voilà, une zone avec des brumisateurs d'eau, où c'est une zone de fraîcheur. Et l'été, les gens aiment bien venir avec leurs enfants sur ce parvis pour se rafraîchir grâce à l'humidification du milieu. Et puis, on peut aussi gérer la conception du quartier, du nouveau quartier, notamment en gérant les écoulements de vent. Donc, un petit exemple de l'effet. Ici, vous avez plusieurs enregistrements, mais en noir, vous avez la température de l'air dans la rue. En bleu, ce sont les vitesses de vent dans la rue. Et donc, deux illustrations. Quand vous avez peu de vent, cette période-là, vous avez des températures qui vont être très élevées. Et puis, une période beaucoup plus venteuse, alors, soit parce que les conditions météo étaient telles que le vent était plus important, soit parce que la direction du vent était vraiment dans le couloir, dans la rue, fait que les températures sont beaucoup plus faibles dans la rue. Voilà un autre petit exemple de cet effet-là. Vous avez ici des vitesses de vent en fonction de l'intensité de l'îlot de chaleur urbain. Et puis, plus les vitesses de vent sont importantes, plus l'intensité de l'îlot de chaleur urbain, lui, va avoir tendance à diminuer. Et puis donc l'autre volet concerne principalement la végétalisation. Donc, la végétalisation du milieu, je vous l'ai dit, ça permet via le phénomène d'évapotranspiration de dissiper, de consommer de la chaleur et donc de refroidir l'environnement adjacent. Et puis la végétation, elle va aussi permettre un effet d'ombrage, donc vous va absorber une partie du rayonnement. Donc, ce rayonnement ne va pas toucher le sol. Et donc, sous un arbre, c'est assez intuitif et quand même plus frais qu'en plein soleil. Et donc là, en termes d'illustration, on a plein de solutions qui existent. Donc, ça peut aller des bandes enherbées, toutes simples. Donc ici, une petite imagerie thermique d'une bande enherbée. Donc, vous avez votre trottoir ou votre voie en asphalte bitumineux noir. Donc ça, c'était des photographies que j'avais prises en octobre. Vous avez sur votre zone bitumineuse une température de surface moyenne de 30 degrés, alors que votre surface enherbée, elle, étant donné qu'elle va dissiper une partie de la chaleur, elle va avoir des températures de surface de l'ordre de 20 degrés à peine. Donc, si la surface est plus froide, bien entendu, l'air autour sera un peu plus frais aussi. Pas dans les mêmes proportions, exactement, mais en tout cas, ça va contribuer à refroidir l'espace autour. Et puis, une photo que j'aime bien présenter, c'est celle-ci, puisque là, on a un peu tous les effets. Vous avez une voie en asphalte bitumineux noir, ici, donc température de surface quasiment 33 degrés. Peint en blanc uniquement avec l'effet de l'albédo, qui va avoir des températures de surface qui est beaucoup plus faible, de l'ordre de 29-30 degrés. Et puis, en arrière-plan, vous avez une surface végétalisée. La surface végétalisée, elle va avoir des températures de seulement 25 degrés. Ce qui est assez intéressant sur cet exemple-là, c'est que la surface blanche, c'est forcément celle qui a l'albédo le plus fort. Donc, si on considère que l'effet albédo, c'est celle qui devrait avoir la température de surface la plus faible. Mais la végétation, elle a un albédo qui va être un peu plus faible que le revêtement blanc, mais elle va évapotranspirer. Et donc, finalement, l'effet de remettre de l'évapotranspiration en ville est plus important que celui de remettre de la clarté, des peintures blanches, notamment en ville. Donc, on retrouve ces effets-là un peu partout. Donc, ici, sur un bâtiment, donc avec ce qu'on pourrait appeler vaguement un mur végétalisé. Vous avez peut-être en tête d'autres systèmes qui sont plus modernes. Ici, c'est de la vigne vierge, mais c'est finalement un mur végétalisé. Sur la zone blanche, ici, vous avez des températures de 32 degrés, alors que sur votre mur végétalisé, vous avez des températures de seulement 25 degrés. Et donc, qui dit température plus fraîche, dit température moins de transfert de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment. Et donc, vous avez besoin de moins d'énergie pour la climatisation, notamment. Donc, vous allez améliorer votre confort à l'intérieur de votre bâtiment. Vous allez faire des économies d'énergie. Et puis, cerise sur le gâteau, comme vous utilisez moins la climatisation, vous relarguez moins de chaleur d'origine anthropique dans l'air, et donc vous diminuez votre îlot de chaleur dans la rue notamment. D'autres exemples, voilà, un peu des répétitions, mais qui montrent toujours le même exemple. Toitures végétalisées ici qui sont plus fraîches, et puis toitures nues qui vont être beaucoup plus chaudes.
Et en termes de transfert de chaleur, hein, on a des chutes qui vont être extrêmement importantes, notamment en été, hein, qui vont permettre une véritable isolation et donc, encore une fois, une diminution de ces rejets de chaleur d'origine anthropique et puis une consommation d'énergie plus faible, etc., etc. On peut aussi utiliser et créer des îlots de fraîcheur, hein. Donc là, l'idée, c'est plutôt de jouer sur des parcs, notamment, parce que les parcs, hein, sont des concentrations de végétation sur des échelles qui sont un peu plus grandes, hein, et vont être des lieux où les températures vont être moins importantes au sein des villes. Donc ici, quelques exemples de ces îlots de fraîcheur, hein, quand on regarde la température la différence de température entre la ville et le parc, ben, le parc, hein, ici ce sont plusieurs études, hein, c'est une synthèse, les parcs sont plus frais, de l'ordre de 1 degré, que le milieu urbain adjacent, donc ça fait un petit îlot de fraîcheur, et l'intensité de cet îlot de fraîcheur, ben, il va notamment dépendre de la densité de végétation, qui est représenté ici sur ce graphique-là par ce que l'on appelle le Leaf Area Index, qui est la quantité de feuilles, hein, de surface transpirante et évaporante. Plus il y a de végétation, ben, plus le pouvoir refroidissant va être fort. Maintenant, la question qui se pose, hein, c'est quel schéma, et là malheureusement je n'ai pas les réponses à vous donner, hein, si on cherche à créer des parcs et des jardins en ville, il y a un peu deux états d'esprit qui vont pas s'affronter, mais qui peuvent apparaître. C'est soit un schéma un peu dit Central Park, donc là l'idée c'est de mettre un très très grand parc en plein milieu d'une ville et en espérant qu'il refroidisse une zone tout autour, puisque l'air frais au niveau du parc va être transporté vers l'extérieur, donc une petite illustration ici. Sinon, l'autre solution d'aménagement, ben, ça peut être aussi de créer plusieurs petits parcs de taille un peu plus réduite, disposés de façon judicieuse au sein de la ville. Et donc, ça va avoir l'avantage de créer des petits hotspots de fraîcheur pour les citadins. Et puis, on peut espérer un maillage du refroidissement de l'air autour du parc par la multiplication du nombre de ceux-ci. Et puis, un tout dernier exemple, hein, que je voulais aborder. Donc, ça, c'est des résultats qui ont été obtenus à Paris. Donc, ça a été un projet de recherche qui a été mené par des collègues de Météo France. Donc là, ils avaient fait un travail que je trouvais très intéressant, puisqu'ils avaient fait des scénarios de végétalisation, alors plus 50%, plus 75%, de différents types de végétation. Donc végétation basse sur les graphiques du haut, entendez par là uniquement de l'herbe, et puis ce qu'ils ont appelé végétalisation mixte. Donc mixte, c'est une strate arbustive, hein, avec quelques arbres et de la pelouse. Et dans les pourcentages, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que c'était un des rares projets où ils ont décidé de faire leur scénario non pas sur une augmentation de plus 50%, enfin on végétalise 50% de la surface, mais l'idée de ce scénario-là, c'était de dire on va végétaliser 50% de la place disponible, de celle où on peut mettre de la végétation, qui rend un peu plus de réalisme à ce travail-là, ce travail de simulation. Et donc, bon, bien entendu, plus on va mettre de végétation, plus ça va refroidir. Ça, on le voit pour quel que soit le type de végétalisation qu'on considérait. Mais par contre, ce qui est très intéressant sur ce graphique-là, c'est que quand on regarde ce graphique-là, en haut, on va rajouter plus 75% de la place disponible avec de l'herbe. On a un certain taux de refroidissement, mais qui est finalement très inférieur à ce que l'on obtient en rajoutant seulement plus 25% de végétation mixte, donc arbre plus herbe, sur 25% de la place disponible, donc en végétalisant moins. Et donc finalement, aujourd'hui, hein, la question, c'est pas seulement végétaliser plus, mais c'est aussi végétaliser mieux, notamment en réintégrant pas que de l'herbe, mais aussi des arbres en ville. Donc, pour synthétiser un peu tout ça, on a de nombreuses solutions qui s'offrent à nous pour diminuer ce phénomène-là, qui sont à la fois techniques et à la fois de végétalisation. Et selon moi, celles-ci ne doivent pas s'opposer, elles sont plutôt complémentaires. Par contre, chaque méthode doit être choisie en fonction du contexte. Est-ce qu'on est en construction pure, on construit un nouveau quartier, auquel cas c'est très simple, ou est-ce qu'on est en rénovation? On ne va pas aujourd'hui, si on reprend toujours l'exemple de Paris, casser toutes les allées haussmanniennes
pour refaire des réagencements, c'est clairement pas possible. Donc, il faut réfléchir à ce qui peut être fait en alternatif. Est-ce qu'on est en constructible, en non constructible? Quelle est la place? Et aussi, quelle est la question des coûts? Donc, tout ça doit s'adapter aux conditions locales et aux contraintes qu'il y a. Et puis, dernière petite précision, il faut aussi garder à l'esprit que les solutions de végétation, elles vont rendre d'autres services que ne vont pas rendre une seule solution technique. Ce sont notamment des lieux de loisirs, elles vont permettre une rétention des eaux de pluie pour limiter les inondations, mais après, elles vont quand même avoir des limites, notamment quel type d'espèces on va choisir, quel type de végétation on va choisir, car le milieu urbain est un milieu très contraint, d'un point de vue conditions climatiques, d'un point de vue qualité de l'air ou de type de sol. Et puis, il y a aussi une question qui est la problématique de la demande et de la gestion en eau, puisque une plante, elle va rendre ce service que si elle a de l'eau disponible. Et donc, ça pose aussi la question de l'irrigation ou de l'alimentation en eau de ces espaces-là, notamment en période de canicule et en été. Et donc, quand on regarde un peu les enseignements passés, on sait que ces solutions-là, elles sont efficaces, que ce soit les scénarios d'augmentation d'albédo ou de verdissement ou d'humidification. Mais quoi qu'il arrive, elles vont demander un changement des comportements en profondeur des urbains, notamment une baisse de la température de consigne de la climatisation. Et donc, le pendant de ce que l'on fait, l'ADEME demande pour le chauffage en hiver, ce serait d'augmenter, accepter d'avoir un peu plus chaud en été pour lutter un peu plus efficacement contre et diminuer encore une fois ce phénomène. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre aux questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Il y a déjà quelques questions qui commencent à arriver dans le chat et je vais vraiment faire le porte-parole. N'hésitez pas à continuer à poser ces questions. En premier champ de questions, peut-être sur vous avez mentionné les types de matériaux que l'on peut utiliser pour augmenter l'émissivité, réduire les températures. Est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être effectivement à quel type de matériaux concrètement vous pensez? Et est-ce que on a pensé à des impacts négatifs? Est-ce que ce type de matériaux ont malgré tout des impacts négatifs sur le confort des personnes, sur la luminosité potentiellement qu'il renvoie également? Alors, moi, je ne suis pas un grand expert des matériaux, alors je ne pourrais peut-être pas répondre en entier, mais bon, en gros, en termes de matériaux, on peut réfléchir à différentes choses. Soit ça va être des matériaux clairs, on sait, par exemple, si on prend des aménagements de voies piétonnières, du stabilisé, c'est quand même beaucoup plus clair qu'un trottoir. Ça, c'est assez intuitif. Maintenant, il y a de nouveaux matériaux qui sont développés. Par exemple, des tuiles sur le bâtiment. C'est des tuiles qui sont bien spécifiques. Moi, je ne les connais pas bien. Mais elles peuvent être de différentes couleurs, en fait. Donc, ça peut être des matériaux froids qui peuvent être noirs, qui peuvent être marrons, qui peuvent être couleur tuile standard. Donc, il y a une très forte variation, une gamme de choix, on va dire, pour le constructeur, notamment, qui va être assez intéressante. Par contre, la question après qui se pose, c'est notamment les coûts. Les coûts de ces matériaux-là, c'est des matériaux un peu innovants, donc forcément, tout ceci a un coût, et ce sont souvent des matériaux qui coûtent un peu plus cher. Ça, c'est un premier volet. L'autre volet, ça va être sur la question de la fabrication. Donc là, moi, je n'ai pas connaissance de ce que l'on appelle des analyses de cycle de vie pour déterminer l'impact environnemental à proprement parler. Donc ça, je renvoie à la curiosité de chacun et essayer de rentrer là-dessus. Et enfin, le dernier volet sur les choix de matériaux, il faut un peu les étudier au cas par cas. C'est-à-dire que si on veut diminuer l'îlot de chaleur urbain, d'une part, notamment en été, le volet nocturne, ça va être d'avoir des matériaux qui vont avoir une capacité thermique, donc une capacité de ce matériau à stocker de la chaleur qui va être faible, d'une part, donc comme ça, il va emmagasiner moins de chaleur, c'est déjà pas mal, et avoir une conductivité thermique qui va être très élevée. Donc, comme ça, il va pouvoir le relarguer beaucoup plus rapidement le soir.
En gros, pour résumer, c'est le total opposé de la brique. Une brique, la brique réfractaire, hein, va stocker énormément de chaleur et va mettre du temps à la relarguer. C'est voilà, le total opposé. Après, bien sûr, ça pose le compromis avec les conditions hivernales. Voilà. Donc ça, c'est à chacun de faire un choix et d'établir ce compromis. Très bien, merci pour cet éclairage. D'autres questions qui sont peut-être sur le concept de ces infrastructures vertes, de ces parcs plus grands, plus répartis, les types d'espèces qu'on y met. Est-ce que comment on simule, on va dire, l'impact de ces parcs, comment on les positionne, et quels sont les critères au final qui sont pris en compte pour mieux les positionner et surtout mesurer l'impact de leur rafraîchissement urbain? Alors, en termes d'outils pour l'estimer, on a différentes méthodes. On va avoir soit des modèles qui sont plutôt des modèles statistiques. Donc là, on va se baser sur des expérimentations précédentes, hein, qui nous permettent d'avoir une certaine statistique et donc après de relier ça au parc que l'on veut mettre. Et puis, on va avoir des outils de simulation, à proprement parler, des modèles. Et donc, notamment, des modèles dits de CFD, de Computational Fluid Dynamics. Donc, généralement, vous les connaissez parce qu'ils font des jolis graphiques en couleur. C'est toujours très design. Et ça fait des jolis cartons en 3D. Donc, ça, c'est des modèles qui sont assez développés, qui vont travailler à une échelle fine. Donc, on a ces outils à disposition, alors qui sont plus ou moins simples à prendre en main, et donc on peut déterminer l'effet de la taille du parc, du type de végétation, etc. Donc ça, c'est des choses que l'on peut faire. Maintenant, en termes de limites, les limites, sur le papier, on est tous très contents d'avoir un parc et d'un jardin. Maintenant, moi, des limites, j'en vois plein. D'une part, où est-ce qu'on les met quand on n'a pas la place dans l'existant? Donc ça, c'est un problème de disponibilité de surface. La deuxième, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à avoir un grand parc ou ce genre de choses-là quand on connaît la crise du logement? Mais ça, c'est un avis personnel. La troisième aspect, c'est le coût. Parce que mine de rien, installer un parc et l'entretenir, ça a un certain coût pour la collectivité. Voilà. Donc après, voilà, c'est mon avis personnel, c'est mon analyse personnelle et c'est pas forcément une généralité. Pour revenir à la faveur de la question de Sandrine aussi, sur les différents types d'îlots de chaleur urbains que vous avez présentés en introduction de la présentation, ces îlots de chaleur de surface, atmosphérique, de canopée, atmosphérique au niveau de la ville. Comment sont répercutés les effets des solutions que vous présentez de surface? Globalement, quand on voit des rafraîchissements de surface, à 2 mètres, il en reste quoi? Et puis à l'échelle de la ville, il en reste quoi? Est-ce qu'on sait mesurer ces effets-là? Oui, alors on sait, puisque de toute façon, nos modèles sont basés sur ça. On détermine d'abord les températures de surface et après, on récupère l'impact sur l'atmosphère. Donc après, il est bien évident qu'en termes d'ordre de grandeur, parce que je pense que c'est surtout auprès de ça que tourne la question, hein, d'ordre de grandeur, c'est pas parce qu'on refroidit la surface de 20 degrés qu'on va refroidir l'air de 20 degrés. Donc ça paraît logique. Après, la magnitude comme ça, c'est compliqué à estimer puisque ça va dépendre du vent ou ce genre de choses-là, mais je pense que tout le monde peut s'en rendre compte. Il suffit que tout un chacun, je donne un exemple, vous êtes sur un parking en plein été, vous allez faire vos courses, ça cogne, vous vous mettez sur la bande enherbée juste à côté, il fait quand même meilleur, quoi. Donc on est sur un gain de 2-3 degrés à peu près, toutes choses confondues. Et finalement, on peut compenser le phénomène d'îlot de chaleur urbain comme ça. Modélisation, notamment dans les surfaces distribuées, enfin dans les infrastructures distribuées que vous avez présentées en fin de présentation. Il y a des tailles critiques minimales qui apparaissent pour ces infrastructures vertes de végétalisation. Est-ce qu'il faut qu'on ait une surface minimale de parc pour espérer avoir un impact, ou est-ce qu'un arbre va suffire au final pour avoir un impact? Voilà, comment on appréhende ces échelles? Un arbre suffit si on veut rafraîchir une zone très localisée. En gros, si vous mettez en dessous, il fera frais, même s'il n'y en a qu'un. Maintenant,
si l'idée c'est de refroidir ce qu'il y a autour, bien entendu, plus on va l'augmenter, cette taille-là, plus l'effet sur le pourtour sera important. En gros, un parc de peut-être, je sais pas moi, 1000 mètres carrés, ça doit refroidir à 60 mètres autour du parc. Donc ça, aujourd'hui, la communauté scientifique est quand même assez en débat, puisqu'il n'y a pas que la taille du parc qui va compter, mais il y a aussi sa forme, la taille, le type de végétation qu'il y a à l'intérieur, son orientation par rapport au vent dominant. Donc voilà, ça c'est encore des choses que on traite plus de façon expérimentale que de façon numérique, avec du calcul numérique. Donc j'ai pas forcément la réponse pour ça. Par contre, en extrapolant un peu, aujourd'hui, ce que l'on voit de plus en plus dans les aménagements, hein, je pense que Vinci, pour ça, peut faire part de son expérience. On est tous d'accord pour dire que les nouveaux quartiers, aujourd'hui, ce qui est aménagé, mettent la végétation beaucoup plus au cœur de l'urbanisation, notamment avec l'émergence de plus en plus importante des écoquartiers. Et donc finalement, un écoquartier, ben, c'est presque un parc où on a mis des maisons à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on change un peu l'esprit, quoi. Autre question, on modélise souvent, enfin on illustre souvent l'impact du changement climatique sur les villes par un décalage des villes vers le sud, hein, un Paris qui se déplace vers Bordeaux ou vers l'Andalousie. C'est des territoires dans lesquels on a développé depuis déjà presque plusieurs siècles des solutions. Est-ce que vos travaux sur les îlots de chaleur urbains, ils vont aussi chercher dans ces territoires des solutions qui ont fait leur preuve du coup dans ce type de géographie et dans ce type de climat? Alors, moi, les miennes, personnellement, non, mais c'est vrai qu'il y a on utilise des retours d'expérience, hein, notamment sur les aménagements urbains dans le pourtour méditerranéen, donc notamment l'Afrique du Nord, hein, pour aménager la ville de demain en Europe, hein. De toute façon, potentiellement, on n'a rien inventé. Aujourd'hui, les solutions d'aménagement, il suffit juste de se voir ce qui se fait à Rabat ou au Maroc, en Tunisie, hein. C'est des villes qui sont assez compactes. Les bâtiments, la plupart du temps, sont des bâtiments blancs, où les rues sont relativement étroites pour favoriser les effets d'ombrage et avoir des températures un peu plus confortables. Et puis après, la question des murs végétalisés, aujourd'hui, on en entend parler comme si c'était une mode, mais finalement, un mur végétalisé, c'était sur la photo que je vous montrais, c'était de la vigne vierge, et la vigne vierge, c'est ce que faisaient mes grands-parents dans leur petite maison. Ils avaient fait ça et c'était pas pour rien. Donc en fait, on n'invente rien, on fait du recyclage de solutions. Recyclage aussi dans les îlots de chaleur urbain. Merci Patrick pour cette présentation, ces échanges, les réponses à vos questions. Alors vous pouvez continuer à échanger entre vous et avec Patrick pour le quart d'heure qui vient à peu près en rejoignant l'espèce de networking qui est dans la partie gauche de vos écrans. Vous pourrez échanger entre vous. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle conférence, 30 minutes pour demain. Merci à tous et bon après-midi. Merci.